Un guerrier Apache vint mendier du lait. Elle allaita le bébé et devint la mère dont il avait besoin. Lone Mesa, ouest du Texas, automne 1869. Le ciel était peint de feu et le crépuscule s'étendait sur les plaines arides comme une promesse silencieuse de froid. À l'intérieur d'une modeste cabane de rondins perchée au bord de Lone Mesa, Rachel Garrett était accroupie près de l'âtre, ranimant un petit feu. Le vent sifflait à travers les fentes des volets. Par-dessus sa robe, elle portait le manteau de flanelle de son défunt mari, les manches retroussées, les mains écorchées par la coupe du bois de ce matin. Elle venait d'ajouter une poignée de brindilles de genévrier sèche à la flamme quand on frappa à la porte. Des coups rapides, désespérés, inconnus. Rachel se redressa. On frappa de nouveau, plus fort. Le cœur battant, elle saisit le fusil appuyé près de la porte. Puis une voix s'éleva, rauque et suppliante. « S'il vous plaît, du lait. Mon fils, il se meurt. » Elle se figea. Lentement, elle déverrouilla la porte. Sur le porche se tenait un grand Apache, les épaules larges, les cheveux noués par un lien de cuir, les yeux sombres et fixes. Dans ses bras, enveloppé dans une fine couverture sale, un bébé respirait à peine, la bouche sèche et craquelée, les yeux fermés. Derrière lui, des halètements résonnèrent. Un groupe d'habitants s'était rassemblé de l'autre côté du champ, lanternes à la main, chuchotant avec effroi. « C'est un Apache !» siffla une femme. « Ne le laissez pas entrer !» Rachel ne bougea pas. Son regard était fixé sur le nourrisson. Elle devinait ses côtes, tels les barreaux d'une échelle, sous la couverture. Elle s'avança. « Donnez-le-moi. » Le guerrier hésita. « J'ai du lait, » dit-elle. « Il va mourir ici dehors. » Avec des yeux graves, il lui tendit l'enfant, si doucement que le cœur de Rachel se brisa. Elle rentra le bébé et s'assit près du feu. Elle déboutonna le devant de sa robe, écarta son chemisier et guida la bouche du bébé vers son sein. Les lèvres de l'enfant tâtonnèrent faiblement, puis se refermèrent. Elle expira, tremblante. La chaleur du souffle du nourrisson contre sa peau faillit la faire défaillir. Des larmes coulèrent sur ses joues, tandis que le bébé commençait à téter. L'Apache restait agenouillé près de la porte, immobile. La lueur du feu vacillait sur les rides de fatigue creusées sur son visage, sur la blessure près de sa clavicule, encroûtée de sang et de terre. « Vous l'avez sauvé, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Vous nous avez sauvés. » Rachel ne répondit pas. Elle serra simplement l'enfant plus fort contre elle, le berçant très légèrement. Les petites mains de l'enfant tressaillirent. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-elle doucement. « Elan, » répondit-il. « Elan Nantan. »« Non, » dit-elle gentiment. « Le bébé… » Il hésita. « Il est né sous le nom de Taklachim, mais nous n'avons pas prononcé son nom depuis la mort de sa mère. » Rachel hocha la tête, le cœur serré. Derrière eux, une rafale de vent fit claquer le volet. Dehors, des voix persistaient, des murmures de colère, une peur déguisée en vertu. Rachel se leva. Tenant toujours l'enfant, elle se dirigea vers la porte ouverte. Les habitants la regardaient depuis l'obscurité. « Ce n'est qu'un bébé, » dit-elle d'une voix ferme, « et aucun enfant ne mourra de faim sur mon porche. » Personne ne répondit. Une à une, les lanternes se détournèrent. À l'intérieur, Elan Nantan détacha lentement un cordon de cuir de son cou. Y était suspendue une seule plume, large et striée de pointes sombres. Il la lui tendit.
C'est une plume de buse à queue rousse. Dans ma tribu, elle signifie la protection pour ceux qui donnent la vie. Rachel la regarda, puis le regarda lui. Je n'ai pas fait ça pour être remercié. Il acquiesça d'un signe de tête, toujours aussi calme. Elle vous appartient maintenant. Elle la prit avec précaution, comme si elle pouvait lui brûler les doigts, et la posa doucement à côté du bébé. Le feu crépita derrière eux. L'enfant avait cessé de pleurer. Sa respiration était plus régulière. Rachel regarda Élan, puis le garçon contre sa poitrine. Je ne sais pas ce que cela signifie, murmura-t-elle. Moi non plus, dit-il tranquillement, mais il respire. Et dans ce silence, les lignes acérées de la méfiance et du chagrin s'adoucirent, ne serait-ce qu'un peu. Dans la lueur vacillante de l'âtre, un guerrier et une veuve s'assirent en silence près de la même flamme, et le bruit d'un enfant tétant remplit les espaces où la peur avait régné. Ils ne se parlèrent plus cette nuit-là, mais quelque chose avait commencé, quelque chose que ni la guerre, ni les murmures, ni l'hiver ne pourraient défaire. Une semaine plus tard, les jours raccourcirent, le vent se fit plus rude. Rachel Garrett ne comptait plus le temps par le soleil ou la lune, mais par le son des coups frappés à sa porte juste après l'aube. Chaque matin, Elan Nantan apparaissait, enveloppé dans une couverture de laine usée, portant l'enfant que Rachel avait nommé Nathaniel. Il n'entrait jamais sans y être invité, mais les pleurs du bébé s'étaient adoucis. Sa peau n'était plus pâle de soif. Ses petites mains commençaient à se tendre vers elle quand il voyait son visage. Rachel ouvrait les bras et l'enfant se blottissait contre sa poitrine comme s'il y avait toujours appartenu. Vous lui avez donné un nom, dit Élan un matin, la regardant nourrir le garçon dans le rocking-chair près du feu. Il fallait bien que je l'appelle quelque chose, dit-elle en caressant du bout des doigts les doux cheveux noirs du bébé. Et Nathaniel signifie don de Dieu. Cela semble juste, n'est-ce pas? Élan ne croisa pas son regard, mais il eut un très léger hochement de tête. Plus tard ce matin-là, Rachel mit une marmite de haricots pinto et de venaison fumée sur le feu, coupant du piment séché dans le bouillon frémissant. Elle prépara du pain de maïs avec du miel sauvage qu'elle avait troqué contre un marchand de passage. Quand Élan revint chercher Nathaniel cet après-midi-là, elle enroula 2 tranches dans un tissu et les lui tendit. Pour la route, dit-elle. Il hésita. Vous ne me devez rien de plus. Je ne donne pas par dette, répliqua-t-elle. Je donne parce qu'il a faim et vous aussi. Il prit le pain avec un signe de tête silencieux, les yeux se tournant vers le garçon, maintenant blotti dans un berceau improvisé que Rachel avait sculpté dans un tiroir, doublé de laine. Cette nuit-là, longtemps après que le feu se fut consumé et que l'enfant se fut profondément endormi, Rachel se tenait près de la fenêtre, sirotant le reste de son thé. La lune était suspendue, argentée, au-dessus des plaines. Ses yeux scrutaient l'obscurité, ne s'attendant à voir que la forme des arbres et des collines sculptées par le vent. Mais là, sous la silhouette tordue d'un peuplier, se tenait Élan, immobile, silencieux, veillant. Elle n'alluma pas de lampe, elle ne l'appela pas. Mais son souffle se coupa dans sa gorge, non de peur, mais d'autre chose, une protection, une présence. Le lendemain matin, après qu'Élan eut emmené Nathaniel et disparu dans les collines, Rachel alla chercher de l'eau au puits. À son retour, un petit objet était posé à côté du berceau. Elle le ramassa avec précaution.
C'était un minuscule cheval, pas plus long que sa paume, sculpté dans du cèdre sombre. Ses jambes étaient pliées comme en plein galop, sa crinière flottant dans un vent imaginaire. Chaque courbe était précise, sa forme élégante et forte. Sur son dos, une petite lanière de cuir, comme pour un cavalier trop petit pour être vu. Elle le retourna. Sur le ventre, gravés d'une main soigneuse, les mots « Pour qu'il se souvienne toujours de son courage ». Rachel pressa une main sur sa poitrine. L'enfant s'agita dans le berceau à côté d'elle, gazouillant doucement. Le soir, quand Élan revint, Rachel l'accueillit à la porte. « C'est vous qui avez fait ça, dit-elle en lui montrant le cheval. « Oui, dit-il simplement. C'est magnifique. C'est Apache, répondit-il. Le cheval est la liberté, la force. Notre peuple chevauche avec le ciel. Mon fils doit savoir cela, même s'il grandit parmi les vôtres. » Rachel le regarda un long moment, puis s'écarta. « Vous pouvez entrer, dit-elle doucement. Il hésita, puis franchit le seuil pour la première fois. Il s'assit par terre près de l'âtre pendant qu'elle berçait le bébé. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le feu crépitait. Rachel jeta un coup d'œil vers lui, puis de nouveau vers Nathaniel. « Vous n'êtes pas ce qu'ils disent, » murmura-t-elle. « Je suis ce que la terre a fait de moi, » répondit Élan. « Mais je n'ai jamais fait de mal à votre peuple, pas une seule fois. » Elle hocha la tête. « Je vous crois. » Dehors, les coyotes hurlaient dans la nuit. À l'intérieur, une flamme vacillait ailleurs que dans l'âtre. La confiance avait pris racine, non pas dans de grands mots ou des déclarations, mais dans de petites choses silencieuses. Un bol de soupe, un cheval sculpté, un homme qui se tenait dans l'obscurité, non pour menacer, mais pour garder, et une femme qui commençait à comprendre que sa maison était devenue non seulement plus chaude, mais aussi plus pleine de quelque chose qu'elle pensait avoir perdu, une famille. Le feu s'était consumé. Dehors, le vent griffait les murs de la cabane comme un animal essayant d'entrer. À l'intérieur, Rachel remuait les braises avec le tisonnier, les regardant pulser d'un rouge vif, puis s'assombrir à nouveau. Élan était assis en face d'elle, les genoux pliés, les mains posées dessus. Nathaniel dormait profondément dans le berceau entre eux, une petite main agrippée au cheval de bois. Rachel rompit le silence la première. « Il avait les cheveux roux, » dit-elle. Sa voix s'élevait à peine au-dessus du vent. « Mon fils Elijah. Juste une mèche, de la couleur d'une feuille d'automne en feu. Il avait 6 semaines quand la fièvre est venue. » Élan ne dit rien, mais son regard ne la quitta pas. « J'ai tout essayé. Des linges frais, de la tisane d'écorce de saule. Je l'ai tenu contre ma peau pendant des heures, espérant que ma chaleur pourrait combattre le froid qui le prenait. » Elle regarda les flammes. « Ça n'a pas marché. » Le silence s'éternisa de nouveau. « Mon mari est parti 3 mois plus tard, » ajouta-t-elle. « Il a dit qu'il ne pouvait pas rester dans une maison qui lui rappelait une tombe. » Élan ne bougea pas, mais lentement, il plongea la main dans la pochette à sa ceinture et en sortit quelque chose enveloppé dans de la peau de cerf. Il le lui tendit sans un mot. Rachel déplia le tissu. À l'intérieur se trouvait un carré de lin brut taché par le temps. Au centre, brodé de fil d'or, un soleil aux longs rayons effilés. Les points étaient imparfaits mais soignés, faits par une main aimante. « Ma femme, » dit Élan. Sa voix était basse et égale. « Elle a fait ça pour le jour du nom de notre fils. Il ne l'a jamais reçu. Des soldats sont venus à la lune suivante.
Elle est morte en le protégeant. Rachel tenait le tissu comme s'il était fait de verre. Dans notre tribu, continua Elan, le soleil guérit ce que les mots ne peuvent pas. C'est ce qu'elle m'a dit un jour. Rachel déglutit difficilement. Et maintenant, vous portez le soleil. La mâchoire d'Elan se crispa. Parfois, je pense que je ne porte que l'ombre. Elle tendit la main par-dessus le berceau, ses doigts effleurant légèrement les siens. Vous me l'avez amené, dit-elle. C'était de la lumière. Il baissa les yeux sur leurs mains, puis sur le garçon endormi. Je craignais que vous nous chassiez. Je craignais de ne plus rien avoir à donner. Le feu crépita, projetant des étincelles. Ils restèrent ainsi, deux êtres meurtris par la perte mais pas brisés, plus maintenant. Rachel replia le tissu avec soin et le glissa dans les plis de sa jupe. « Je le garderai en sécurité, » murmura-t-elle. « Je vous le promets. » Elan acquiesça. Puis, alors que le vent hurlait au-delà des murs, Rachel appuya sa tête contre la poutre de bois derrière elle. Elan bougea, plaçant une autre bûche dans le feu. Ils ne se parlèrent plus cette nuit-là. Ils n'en avaient pas besoin. Certains silences portaient le poids de vies entières. Et dans l'immobilité entre eux, quelque chose de fragile, mais de fort, commençait à prendre racine. Quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui commençait à ressembler à une guérison. La nouvelle se propagea vite à Lone Mesa. Au 4e jour, Rachel le sentait dans la façon dont les gens s'arrêtaient sur le chemin de terre devant sa cabane. Comment les chuchotements flottaient juste un souffle trop fort pour être confondu avec le vent. On dit qu'elle allait un bébé peau rouge. Pas seulement, elle l'élève, comme si c'était le sien. Elle a perdu la tête. Les mots dérivaient comme de la fumée à travers la ville, souillant tout ce qu'ils touchaient. Cet après-midi-là, le grondement des sabots rompit le calme de l'air. Rachel était à l'intérieur, berçant Nathaniel contre sa poitrine, quand elle entendit des bottes lourdes frapper le sol sec dehors. Une voix dure appela son nom, urgente et en colère. « Rachel Garrett, sortez immédiatement !» Elle sortit sur le porche, le bébé niché dans ses bras, sa petite bouche cherchant doucement son épaule. L'air sentait le foin et la poussière. 6 hommes se tenaient dans sa cour. En tête, Amos Dilliard, le propriétaire du magasin d'aliments, les poings serrés et le visage rougi de rage. Derrière lui, Caleb Nix, Henry Barlow et 3 autres que Rachel reconnaissait à peine. Leurs fusils étaient suspendus dans leur dos, prêts à servir. « Vous trahissez les vôtres !» gronda Amos, la voix tremblante de fureur. « En abritant cet Apache, en nourrissant son enfant. Vous souvenez-vous de ce qu'ils ont fait dans le coin? Vous oubliez les raids? Le sang? » Rachel baissa les yeux sur le visage endormi de Nathaniel, pâle et confiant. « Je me souviens, Amos, » dit-elle doucement. « Je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle. »« Il n'est pas des nôtres !» cria Caleb. « Ce bébé n'est pas des nôtres !»« C'est un enfant, » dit Rachel calmement. « Et il a faim. » Elle descendit les marches, pieds nus sur la terre chaude, et se tint juste en face du groupe. Le bébé s'agita, tendant une petite main. Sans hésiter, Rachel ajusta son châle, déplaça Nathaniel dans ses bras et le porta à son sein. Des halètements parcoururent les hommes comme une rafale de vin froid. Leurs fusils tremblèrent de surprise. Rachel leva le menton inébranlable. « Cet enfant n'est pas votre ennemi.
Mais vous commencez à ressembler aux miens. Personne ne parla. L'air s'épaissit. Un silence si fort qu'il en était assourdissant. Puis, des pas lents et mesurés s'approchèrent de la route secondaire. Rachel regarda, méfiante et tendue. Miriam Quinn, la veuve du premier pasteur de la ville, les cheveux gris et le regard vif, apparut. Elle portait une petite marmite couverte, lourde dans ses mains. Elle ne parla pas en traversant la cour. Elle passa le cercle d'hommes, ignorant leurs regards noirs et leurs grognements, et posa doucement la marmite sur la marche du porche. « Ragoût de poulet, dit-elle tranquillement, avec de l'orge, pour le bébé, pour la mère. Elle regarda Rachel, puis Nathaniel. Nourris-le, c'est ce que font les mères. Puis elle se retourna et repartit sur la route, la tête haute, sans peur. Le silence qui suivit fut plus lourd que le soleil de midi. Amos cracha dans la poussière. Ce n'est pas fini, marmonna-t-il à voix basse, puis il tourna les talons et s'éloigna d'un pas furieux. Les autres hommes suivirent, leurs bottes soulevant la poussière, ne laissant derrière eux que la marmite et le défi de Rachel. Elle resta là longtemps après leur départ, Nathaniel tétant toujours, ses petits doigts agrippés à son châle. La marmite de ragoût tiédissait sous le soleil de fin de journée. Quand il eut fini, elle enveloppa soigneusement Nathaniel et rentra la marmite. Le ragoût était encore chaud. Cette nuit-là, quand Élan revint, elle lui servit un bol sans un mot. Il s'assit près de la lampe vacillante, le regard fixe et sur ses gardes, en acceptant son offrande. La cabane sentait le bouillon et l'orge, une fragilité palpable dans chaque instant de silence. Il mangea lentement, tranquillement. Quand il eut fini, il posa son bol et la regarda. « Ils sont venus ?» demanda-t-il à voix basse. « Ils sont partis, » dit-elle doucement. Son regard dériva vers le berceau où Nathaniel dormait maintenant profondément. « Et la femme ?» demanda-t-il. Rachel sourit, lasse mais résolue. Un ragoût et quelques mots gentils. Élan hocha la tête une fois, une profonde compréhension dans ses yeux. La bonté est plus forte que la peur, mais elle doit être choisie. Elle posa sa main sur la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les siens, chauds et étonnamment doux, jetant un pont entre deux mondes. Le feu crépita doucement derrière eux, des braises dansant contre les murs sombres de la cabane. Et au-delà de ces murs, Lone Mesa observait encore, son jugement flottant comme un fantôme agité. Mais à l'intérieur, une mère, un enfant et un homme forgé par la guerre étaient assis ensemble dans une paix fragile, liés par le courage silencieux de choisir l'amour plutôt que la peur. Ils arrivèrent juste après le crépuscule, quand la dernière lueur s'étirait, mince, sur l'herbe sèche et que le vent avait commencé à changer. Rachel le sut à la façon dont les grillons se turent, à la façon dont Nathaniel s'agita dans son berceau et gémit, non de faim, mais de quelque chose de plus profond, comme s'il pouvait lui aussi sentir le tremblement sous la terre. Élan était près du feu, affûtant la lame d'un outil. Il s'arrêta, leva la tête et écouta. Des bottes, des chevaux, des voix, puis les coups violents sur la porte. « Rachel Garrett, vous avez une dernière chance. Ouvrez. » Rachel se leva lentement de sa chaise, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Élan était déjà à la porte, grand et silencieux.
Non, murmura Rachel, mais non de peur, avec certitude. Elle posa une main sur son dos. Laissez-moi ouvrir. Élan s'écarta. Elle déverrouilla la porte et l'ouvrit. Amos Dilliard se tenait là, flanqué de 6 hommes, dont Ethan Cole, son long fusil en travers de la poitrine, le visage tordu par un mélange de fureur et de vertu. « Je vous avais prévenu, » dit Amos, les yeux passant de Rachel à l'ombre derrière elle. « Et maintenant, vous ne nous laissez pas le choix. » Ethan s'avança. « Livrez-nous l'Apache et le garçon. » Rachel ne bougea pas. Élan apparut dans l'embrasure de la porte. Il ne portait aucune arme à sa ceinture, aucune lame à la main, mais il n'en avait pas besoin. Sa seule présence était d'acier. « Vous n'avez rien à faire ici, » dit Amos. « Vous n'appartenez ni à elle, ni à cet enfant. » Élan le regarda et ne dit rien. Ce silence, calme, absolu, était plus troublant qu'une centaine de menaces criées. La lèvre d'Ethan se retroussa. « Dis quelque chose, sauvage. Ou tu es trop lâche pour affronter ce qui t'attend ?» Élan ne parla toujours pas. Il fit un pas en avant, un seul pas, jusqu'à se tenir entre Rachel et les hommes. Sa poitrine se souleva lentement. Ses yeux ne quittèrent jamais les leurs. Ethan bougea. Trop vite. Il se jeta en avant, peut-être pour saisir l'enfant, peut-être pour bousculer Élan. Mais avant que sa main n'atteigne l'encadrement de la porte, Élan l'attrapa par le poignet d'une seule main, sans broncher, et le tordit vers le bas, avec assez de force pour faire tomber Ethan à genoux. Le fusil tomba sur le sol avec un bruit sec. Les autres se tendirent, mais ne bougèrent pas avec le regard d'Élan sur eux. « Cet enfant ne vous appartient pas, » dit Élan, la voix basse mais portant loin. « Il ne vous appartiendra jamais. » Il regarda Rachel, puis de nouveau Ethan. « Elle est sa mère, et je suis son père. » Le souffle de Rachel se coupa. Le feu crépita derrière eux. Personne ne bougea. Ethan retira son bras, bouillonnant de rage, mais ne se releva pas. Amos fit un pas en avant, puis se ravisa. Sa bouche s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit à nouveau. « Vous le regretterez, » siffla-t-il. « Vous tous. » Rachel se redressa. « Vous n'êtes pas la loi ici, monsieur Dillard, pas plus que votre peur. » Amos la dévisagea, puis Élan, et enfin il se retourna. « Allons-y. » Un par un, les hommes le suivirent, Ethan en dernier, se frottant le poignet et marmonnant des jurons entre ses dents. Lorsqu'ils furent partis, Rachel ferma lentement la porte et s'appuya contre elle. Élan ramassa le fusil tombé à terre et le posa délicatement contre le mur. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit-il simplement. Rachel le regarda, cet homme qui n'avait ni tiré l'épée, ni crié, ni menacé, mais qui avait seulement tenu bon avec cette sorte de quiétude née d'années passées au cœur du feu. « Ce que vous avez dit, » murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. « C'était vrai ?» Le regard d'Élan s'adoucit. « Quelle partie ? » « Que je suis sa mère. » Élan s'approcha du berceau. Nathaniel s'agita, émit un petit son, puis se rendormit. « Vous l'avez nourri, vous l'avez tenu dans vos bras. Vous êtes resté, » dit Élan. « Aucun lien de sang ne fait de vous sa mère plus que cela. »« Et vous ?» demanda-t-elle. « J'étais prêt à mourir pour lui, » répondit-il. « Alors oui, je suis son père. » Ils restèrent là, tous les trois. Une femme qui avait autrefois pleuré seule, un homme qui pensait que l'histoire de son peuple était terminée, et un enfant né dans le feu, bercé dans les bras de ceux qui avaient choisi l'amour plutôt que l'héritage. Dehors,
Le vent changea de nouveau de direction, mais à l'intérieur, l'air restait calme. Et Élan, guerrier apache, posa doucement sa main sur l'épaule de Rachel, comme pour dire « Nous ne fuyons pas le feu, nous l'affrontons ensemble ». La lune s'éleva haut au-dessus de la ligne de crête, argentant les collines et jetant une lueur paisible sur la petite cabane qui abritait désormais bien plus qu'un simple refuge. À l'intérieur, le feu brûlait, bas mais constant, baignant la pièce d'une lumière ambrée. Rachel se tenait pieds nus sous la poutre qui traversait le plafond. Dans sa main, elle tenait le couteau à sculpter qu'Élan lui avait prêté quelques jours plus tôt. Elle le serrait fort, son autre main guidant la pointe sur le bois. Lettre par lettre, lentement, sûrement. Nathaniel. Nathaniel. Elle chuchota le nom à voix haute, le gravant profondément dans le grain de la poutre, au-dessus du berceau, au-dessus de l'endroit où il dormait maintenant, ses petits poings serrés et sa respiration douce et régulière. Voilà, murmura-t-elle. Maintenant, les murs aussi se souviendront. Derrière elle, Élan bougea dans le fauteuil près de l'âtre. Son visage était pâle, luisant de sueur. Le sang imbibait le tissu enroulé autour de sa cuisse, là où le cerf l'avait frappé dans un dernier sursaut de panique sauvage. Il avait tout de même rapporté l'animal. Rachel se retourna et s'approcha de lui. Elle s'agenouilla, défit le bandage ensanglanté et trempa un chiffon propre dans le bol d'eau bouillie à côté d'eux. Elle travailla lentement, doucement, ses mains fermes malgré le tremblement dans sa poitrine. « Vous auriez dû attendre, » dit-elle en tamponnant la plaie. « Vous auriez dû me laisser y aller à votre place. »« Je chasse depuis que je sais marcher, » répondit-il. « Le cerf ne vous aurait pas attendu. » Elle laissa échapper un petit rire. Homme têtu. Il ne dit rien, mais ses lèvres tressaillirent légèrement. Elle finit de nettoyer la blessure et commença à la panser avec un tissu frais. Ses doigts s'attardèrent sur sa peau, sentant la chaleur de la fièvre qui menaçait de monter. « Élan » dit-elle doucement. Il baissa les yeux vers elle, son regard plus sombre à la lueur du feu. « Je n'ai plus peur de t'aimer, » murmura-t-elle. « Plus maintenant. » Quelque chose changea en lui. Sa main, cailleuse et forte, se leva et il la posa sur la sienne, là où elle reposait sur sa jambe. « Tu as donné un nom à mon fils, » dit-il, la voix rauque d'une émotion plus profonde que la douleur. « Tu nous as donné à tous les deux un foyer. » Rachel ravala le nœud qui se formait dans sa gorge. « Élan, » commença-t-elle, mais il cherchait déjà quelque chose autour de son cou, un cordon noué de petites perles usées. Il défit le nœud et le plaça dans sa main. C'était un collier fait de grains de maïs séchés et polis jusqu'à obtenir un doux éclat doré, enfilé entre des morceaux de turquoise et de bois sculpté. Au centre se trouvait une seule graine blanche, ronde et parfaite. « Pour toi, » dit-il, « pour que la terre se souvienne que tu fais partie d'elle maintenant. » Rachel fixa le collier. « C'est magnifique, » souffla-t-elle. « Qu'est-ce que cela signifie? » « Dans notre tribu, » dit Élan, « le maïs, c'est la vie. Il pousse de la terre, nourrit le peuple, relie le passé au présent. Celui-ci, il toucha la graine blanche, est rare. Il signifie la bénédiction, la continuation. Elle referma ses doigts sur le collier, le pressant contre sa poitrine. « Et tu me donnerais ça? » Il hocha la tête. « Tu ne fais pas que nourrir mon enfant. Tu plantes quelque chose qui vivra plus longtemps que nous deux.
Les yeux de Rachel s'emplirent de larmes. Alors je le porterai avec fierté. Elle passa le collier autour de son cou. Il reposa contre sa clavicule, chaud de son contact, léger mais puissant. Dehors, le vent faisait bruire les herbes. Nathaniel s'agita dans son sommeil, puis se calma. Élan se renversa dans le fauteuil, sa respiration ralentissant à mesure que la fièvre retombait. Rachel se blottit sur le sol à côté de lui, sa tête reposant légèrement contre son genou. « Nous planterons au printemps, murmura-t-elle. Du maïs, des haricots, des courges, les 3 sœurs, comme ton peuple. » Il baissa les yeux vers elle, son expression s'adoucissant, et Nathaniel grandira, fort, avec elle. Elle sourit. « J'ai gravé son nom dans la poutre ce soir, dit-elle, pour que cette maison se souvienne. » Élan ferma les yeux. Elle s'en souvient déjà. Ils restèrent assis en silence, le feu crépitant, le clair de lune se glissant par la fenêtre pour rencontrer le rythme doux de la respiration, de l'espoir et de la guérison. Rachel ferma les yeux, les doigts enroulés autour du collier à son cou, et quelque part au plus profond de son âme, quelque chose avait pris racine. Non seulement l'amour, mais aussi le sentiment d'appartenance. Demain, le monde pourrait de nouveau frapper à leur porte avec son jugement et sa peur, mais ce soir, il n'y avait que la chaleur, le nom gravé dans le bois au-dessus d'eux, et la certitude qu'une nouvelle famille était née, non pas du sang, mais du courage. Et elle ne serait pas oubliée, ni par la terre, ni par les étoiles, ni par les cœurs qui l'avaient choisie. Le soleil était presque couché lorsque l'avertissement de Myriam arriva. « Ils viennent ce soir. Amos n'attendra pas. » Le cœur de Rachel battait à tout rompre tandis qu'elle préparait à la hâte un sac, les couvertures de Nathaniel, un petit pain, de la viande séchée, pendant qu'Élan enroulait une solide lanière de cuir autour du berceau du bébé. Le clair de lune entrait par la porte de leur cabane, faible mais suffisant pour les guider. Ils se glissèrent dehors ensemble, Rachel serrant Nathaniel contre elle. Élan s'accroupit, son fusil à la main. Ils avancèrent en silence vers la lisière de la forêt, au bord de leur clairière, leurs pieds foulant l'herbe cassante. La forêt se dressait devant eux, une cathédrale de troncs sombres et de silence. Élan les guida plus profondément, les arbres plus anciens étouffant le bruit de leurs pas. Des hiboux ululaient au loin. Nathaniel gémit une fois, et Rachel le calma, lui soufflant l'espoir dans les poumons. Ils atteignirent le ruisseau, à moitié gelé en cette période de l'année, un ruban d'argent tissé entre les rochers. Élan s'arrêta, puis fit signe à Rachel de suivre un sentier escarpé qui montait hors de la vallée. Nathaniel s'était endormi d'un sommeil léger, blotti contre la poitrine de Rachel. Il grimpait, mais juste de l'autre côté du ruisseau, le clair de lune fit briller un canon de fusil. Des dizaines de silhouettes se tendirent sur la rive. Amos et ses hommes. C'était un piège. Élan poussa Rachel contre une souche moussue, le fusil levé, les yeux d'acier. « Reste là, » murmura-t-il. « Protège-le. » Amos s'avança, un ricanement éclairé par sa lanterne. « Sortez de là, l'Apache, la femme blanche et le mioche. On va vous renvoyer d'où vous venez. » Les jointures d'Élan blanchirent sur la crosse du fusil. Rachel serra Nathaniel et ferma les yeux, son cœur battant la chamade. Elle pensa à la turquoise du collier, à son nom gravé au-dessus d'elle, à la vie qu'il construisait. Et perdue dans ces instants,
Rachel sentit son courage se lever comme l'aube. Élan bomba le torse, le fusil stable, l'expression féroce. Un mince souffle de vent glissa entre les arbres. Puis un coup de feu retentit, non pas du côté d'Amos, mais de derrière eux, accompagné de la lueur flamboyante d'une torche. Une grande silhouette apparut sur la rive. Le révérend Jonas Clay, suivi d'un homme portant un insigne fédéral. « Shérif Valade, dit-il vivement. Marshal fédéral. » Rachel cligna des yeux à travers ses larmes. Élan abaissa légèrement son fusil, méfiant mais plein d'espoir. Le révérend Clay s'avança, sa voix résonnant. « Reculez, Amos, cette famille est sous ma protection. » Amos plissa les yeux vers eux, le choc et la fureur déformant ses traits. « C'est le territoire des Rangers ici. »« Ils ont perdu cette guerre, » répondit le marshal. « Cet enfant, sa mère et son père sont sous la protection fédérale. Un pas de plus, et vous vous en prenez aux États-Unis. » Un murmure parcourut les rangs des hommes. Amos cracha par terre. « On s'en souviendra, » promit-il. « Vous n'avez pas fini de nous voir. » Le marshal leva la main. « Partez maintenant et considérez ceci comme votre unique avertissement. » Amos foudroya du regard Rachel, puis Élan, puis de nouveau le marshal. Avec un dernier ricanement, il fit signe à ses hommes. Ils battirent en retraite, le bruit de leurs bottes sur la terre, les lanternes de leur camp se balançant avant de disparaître. Pena retrouva sa dignité. Prenant une profonde inspiration, Rachel leva les yeux et vit Amos se tenir. La pleine lueur de la lune revint, et la forêt soupira. Le révérend Clay s'approcha, son manteau de pasteur couvert de feuilles et de givre. « Sont-ils blessés ?» demanda-t-il, l'urgence adoucissant son ton. Élan s'agenouilla au bord du ruisseau. Il examina sa cuisse gauche, le tissu déchiré. Une année entière s'était écoulée depuis cette nuit au bord du ruisseau, où le sang et la loi s'étaient mêlés au clair de lune. Les saisons avaient tourné sur les collines rouges de Lone Mesa, et la cabane de Rachel avait grandi, non seulement en murs et en structure, mais aussi en esprit. Un jardin fleurissait maintenant derrière elle, et des rires résonnaient depuis le porche chaque matin. Rachel avait transformé l'ancien fumoir en une école à classe unique. Une demi-douzaine d'enfants, apaches et colons, s'asseyaient sur des bancs qu'elle et Élan avaient construits ensemble. Elle leur apprenait les lettres dessinées à la craie, les chiffres gravés dans la terre, et comment se parler avec gentillesse. Quand ils partaient au coucher du soleil, Nathaniel sortait en trottinant à leur rencontre, impatient de montrer ses cailloux peints ou ses dessins maladroits. À l'intérieur, Élan sculptait en silence. Jour après jour, il façonnait le bois des grands pins qu'il avait lui-même abattus, lissant le grain avec des mains qui n'avaient autrefois connu que les armes. Le berceau qu'il construisit était robuste, poli et magnifique. Sur le côté, il avait gravé des symboles apaches, le vent, la protection et le nouveau départ. Et un dimanche matin tranquille, il le plaça à côté du lit de Rachel, ses yeux sombres brillant d'une fierté silencieuse. Ce soir-là, alors que les étoiles perçaient le ciel, Élan amena Rachel au cercle de feu derrière leur maison. Des guirlandes de lanternes en papier se balançaient d'arbre en arbre. Des fleurs sauvages tressées avec de la sauge reposaient dans des paniers à proximité, leur parfum s'élevant dans l'air tiède. Nathaniel était assis sur les genoux de Miriam Quinn, jouant avec un ruban. Rachel se tourna vers Élan, curieuse,
Il posa un genou à terre, ouvrant sa paume. Dedans se trouvait une bague en argent gravée de mots apaches qui scintillaient à la lueur du feu. Tu parles avec ton cœur. Rachel, dit Elan doucement, veux-tu vivre avec moi, non pas comme ma possession, mais comme mon égale? Rachel retint son souffle. Elle s'agenouilla à côté de lui, passa ses bras autour de son cou et le serra fort. Je suis déjà chez moi. Un silence se fit parmi les invités. Puis, joyeusement, le révérend Clé s'avança, non pas en tant que ministre, mais en tant que témoin. Et Myriam alluma la première lanterne. Leur cérémonie fut simple. Rachel portait une robe cousue par les femmes apaches qu'Elan avait discrètement fait venir des collines. Elle était ornée de perles dans des tons de bleu et de blanc doux, rappelant le ciel. Autour de sa taille, une ceinture tissée avec les symboles tribaux d'Elan. Ses cheveux étaient lâchés, sauvages et fleuris. Il se tenait sous une arche de bois et de vignes sauvages construite à la main. Nul besoin de vœux, seulement leurs mains jointes à la lueur du feu. Les enfants jetaient des pétales et les lanternes s'envolaient dans le ciel, brillant comme des étoiles descendues pour assister à ce moment. Ils n'étaient plus des étrangers, plus des fugitifs. Quand la dernière lanterne s'éleva, Elan conduisit Rachel à l'intérieur. Là, il se dirigea vers la poutre épaisse au-dessus de leur foyer. Avec son couteau à sculpter, il grava 2 noms côte à côte. Rachel, Nathan, Nathaniel. Puis, reculant, il la regarda et dit « Ceci est notre foyer maintenant. » Rachel toucha les noms, sentant les rainures sous ses doigts, si simple, si permanent. Un témoignage non seulement de personne, mais d'appartenance. Dehors, les lanternes brillaient encore. À l'intérieur, des rires et de la chaleur. Sous le ciel infini du Texas, 2 cœurs, autrefois brisés, autrefois sur leur garde, avaient choisi non seulement de survivre, mais de vivre. Ensemble, si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez senti le poids de l'amour briser les barrières de la peur, ou si vous vous êtes reconnu dans la lueur du feu de 2 âmes se choisissant contre vent et marée, alors nous vous invitons à rester avec nous un peu plus longtemps. Abonnez-vous à Histoire d'amour du Far West. Pour plus de récits comme celui-ci, où les sentiers poussiéreux mènent à des cœurs inattendus, où le silence peut signifier plus que les mots, et où même les frontières, les plus sauvages, ne peuvent arrêter le pouvoir de l'amour. D'autres histoires attendent là-bas, portées par le vent. Venez chevaucher avec nous.